Une série télé et 3 suites plus tard, Hollywood n'a toujours pas compris que tu peux pas refaire The Crow. Non, tu peux essayer, mais tout le monde se souviendra pour toujours de la performance de Brandon Lee dans The Crow. Aujourd'hui, je pense que je vous démontre à quelque part à quel point Hollywood est têtu. Donc à dimanche navet de 2024, The Crow. Et ça commence maintenant. T'as de la peine, je comprends. Pleure pas. Déjà, The Crow est tiré d'une BD, de plusieurs BD, d'une série de graphic novels et de BD. Et à la base, c'est une histoire extrêmement simple. C'est un fantasme de vengeance. On a beau ajouter un côté fantastique à tout ça pour rendre ça un peu plus fantastique. On se serait attendu à ce qu'il crée quelque chose de mieux, non? Mais The Crow reste un fantasme de vengeance. Et les fantasmes de vengeance, ça marche au cinéma pour 3 raisons hyper simples. La première chose que ça va te prendre, ok, c'est un protagoniste avec qui l'audience va créer une connexion, quoi. Ça te prend un mec charismatique pour qui on va avoir de l'empathie. Faut qu'on ait le sentiment que ce qui est arrivé à lui, là, si ça nous arrivait à nous autres, là, on voudrait tuer tout le monde. Ministère du Logement! Infraction au code des loyers! Ensuite, ça va te prendre son némésis, un antagoniste, un gars vicieux, sans pitié, qui commet des horreurs et qui les commet sans que ça le dérange. Ça aussi, en théorie, c'est assez facile à faire. D'ailleurs, The Crow en avait trouvé un très bon en 94. Celui de 2024, c'est autre chose et j'y reviendrai plus tard. Et le dernier point, tout aussi important que les deux premiers, c'est de l'action crédible. On veut qu'il y ait de l'action en quantité, mais également en qualité. Notre protagoniste doit rencontrer des menaces à sa hauteur et ça doit être difficile pour lui de survivre, même s'il finit quand même par atteindre son objectif. Les bastons doivent faire avancer l'histoire parce que l'histoire est une histoire de vengeance. J'ai envie de t'entendre me raconter une histoire. Là, ce que je viens de vous expliquer, c'est comment faire un film de vengeance. C'est pas compliqué, hein? C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Ça fait 100 ans qu'ils font les films de vengeance comme ça. Sauf que l'histoire de The Crow de 2024 est plus ou moins, en tout cas pour la première heure du film, une histoire d'amour. Oui, une histoire d'amour. The Crow de 2024 réussit à faire quelque chose d'exceptionnel. Il bâtit une structure dans laquelle on s'assure que le spectateur va s'ennuyer dès le début du film. Il nous présente l'histoire d'amour entre Eric et Shelley. Une histoire d'amour avec des dialogues insupportables qui semblent avoir été écrits par des adolescents en pleine crise d'adolescence. Si je deviens difficile à aimer, essaie de m'aimer plus fort. Le pire dans tout ça, c'est que si on décrypte un peu ce qui se passe devant nos yeux, on se rend compte qu'il s'agit peut-être ici plus d'une histoire de cul qu'une histoire d'amour. On a beaucoup de scènes de 2 personnes cachées dans un appartement qui baisent. Et non seulement ils baisent, ils font également de la drogue. Et la drogue, c'est mal. Agneau de Dieu. Vous pouvez bien sûr appeler ça une histoire d'amour si vous avez la maturité d'un adolescent, mais soyons honnêtes et surtout soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est vraiment plus une histoire d'amour de punk à chien. Et c'est là où le film original avait tout compris. Oui, parce qu'il nous montre des scènes de la vie quotidienne pour nous montrer qu'ils sont en amour. Ils n'ont pas besoin de nous les montrer dans un bar techno en train de prendre la drogue. Non, ils nous montrent des scènes quotidiennes de la vie de gens qui s'aiment. On dîne dehors. Continuons sur l'histoire parce que derrière cette histoire d'amour-là, on essaye de nous faire perdre notre temps. Déjà, revenons au premier point, vous vous souvenez, le protagoniste. Ouais, ici, c'est toujours Eric Draven. Est-ce qu'on a le droit de comparer le charisme de Bill Skarsgård en 2024 à celui de Brandon Lee en 1994? On peut, mais c'est vachement insultant pour Brandon Lee et c'est vachement injuste pour Bill Skarsgård. Tu sens mauvais. Je suis désolé. Ça t'embête si je prends une douche? Déjà parce que Brandon Lee savait se battre. Oui, je vous rappelle, il faut qu'il y ait de l'action, des gens qui se battent dans ce film-là. Donc avoir un acteur qui sait se battre, ça aide. Alors que le Eric de 2024 passe son temps à se faire défoncer la gueule, mais je vais revenir à ça plus tard. Oui, je vais revenir à ça plus tard parce que dans celui de 2024, c'est super long, quoi. Tout prend du temps. C'est chiant, c'est immature,
C'est vraiment ancré dans une histoire d'amour entre deux punks à chiens. Deux personnes qui vivent leur plan cul tranquille et qui puent. Eric, si tu me quittes, je meurs. Si je te quitte, c'est que je serai déjà mort. Vous remarquerez également dans la première partie du film qu'on développe beaucoup plus le personnage de Shelley que celui d'Eric. Moi, ça m'a frappé. Le problème, c'est que le film, il s'appelle The Crow, pas la copine de The Crow. J'ai pas touché un piano depuis un bout de temps. Et en plus, moi, je vous le dis tout de suite, Shelley, elle a des gros problèmes de dépendance affective. Si je sautais, tu sauterais avec moi? En plus, leur relation est bâtie sur des fondations mensongères, quoi. Shelley, elle arrête pas de mentir à Eric. Et ça crée pas des bonnes bases pour une relation stable et durable. Et ça prend surtout 37 minutes avant qu'elle meure. Et vous aurez jamais vécu 37 minutes aussi longues. Oui, parce qu'une histoire d'amour de 37 minutes dans un film de vengeance, c'est à peu près 32 minutes de trop. Et c'est justement à ce moment-là du film que tu te dis, enfin, il va pouvoir aller se venger et devenir The Crow. Non, parce que présentement, il y a des flashbacks de Shelley. Je vous rappelle qu'on a passé 37 minutes avec Shelley et que tonton Steve veut voir de la vengeance. Merde, chérie. 10 minutes plus tard, il va tuer un flic. Mais disons que c'est plus un accident qu'un véritable acte de vengeance. Mais ça va faire plus ou moins en sorte qu'il va se rendre compte qu'il peut pas mourir et là, il va aller se balader dans la rue, OK? Avec des voix dans sa tête. Et bien sûr, d'autres flashbacks de Shelley. Et ils essayent de mettre quelque chose de nouveau dans le film. Apparemment, c'est beaucoup plus près de la BD. Tuez-les tous, et vous serez ramenés à la vie. Parlons maintenant de vengeance. Parce qu'à travers cette histoire d'amour-là, il faut quand même qu'il y ait un peu de vengeance, non? Et vous vous demandez peut-être, mais Steve, la vengeance, elle commence quand, au juste? C'est une question très pertinente. La vengeance, elle commence après qu'il ait parlé à la maman de Shelley, après qu'il ait lu du Rimbaud, après avoir joué au détective punk à chien dans la chambre de Shelley. Donc, ça prend à peu près 55 minutes. Et c'est à la 55e minute du film qu'il va tuer un mec. Donc, à quelque part, il y a une partie de toi qui te dit « Wow, il lui reste maintenant plus qu'une heure pour tuer le méchant. » Sauf que, ce que vous preniez pas en compte, c'est que dans ce film-là, Eric Draven ne sait pas se battre. Ben non, c'est un punk à chien. Donc, il est obligé de faire un nouveau pacte avec le gars qui représente le monde des morts. La mienne contre la sienne. Je veux pas faire mon difficile, mais dans ce film-là, ça tourne en rond en tabarnak. Grâce à ce sang noir, tu peux passer d'un monde à l'autre. On reviendra à Vengeance plus tard parce que maintenant, je vous parle du méchant. Et selon moi, t'es pas un vrai méchant si t'as besoin de dire aux autres que t'es méchant. Pensez-y 2 secondes. À quel point t'es vraiment méchant si t'es obligé d'expliquer aux gens que t'es un méchant? J'ai tué des centaines d'innocents comme toi, au cours des siècles que j'ai passés sur cette terre. Danny Houston, qui joue Vincent, c'est un acteur que j'apprécie énormément. D'ailleurs, il joue dans un de mes meilleurs films d'horreur et de vampires, qui est 30 jours de nuit. Un film 100 fois plus divertissant que The Crow de 2024. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Et comme je vous disais, Danny Houston joue Vincent, un genre de vampire, je dirais, qui incite les gens au suicide. Dans ce cas, tu devrais aller la rejoindre. Et si vous vous souvenez pas, c'était qui le méchant dans celui de The Crow de 94? Eh bien, c'était Michael Wincott, qui jouait Top Dollar. Et c'était probablement un des meilleurs méchants des années 90. Est-ce qu'on se souviendra de la performance de Danny Houston dans 10 ans, 20 ans ou même 30 ans? Non. Revenons à la vengeance maintenant. Vengeance, partie 2. On n'a plus le même Eric. Maintenant, Eric, il est motivé par le sang noir. Oui, maintenant, il a du sang noir. Donc, ça fait en sorte qu'il sait se battre et qu'il a plus peur de mourir. Alors que tout à l'heure, il avait plus peur de mourir, mais il savait pas se battre. C'est une nuance à laquelle il faut porter attention. On va arriver maintenant à l'opéra. Et ça, c'est supposé être la grosse scène du film, OK? L'opéra. Si j'étais plus intelligent, là, je dirais qu'on essaie de faire passer un message social à travers tout ça, quoi. Un punk à chien qui attaque la bourgeoisie à l'opéra. C'est émouvant, hein? La scène d'opéra, quelque part, ça devait être le summum d'action du film avant le combat final. Ça devrait être la scène marquante du film, la scène dans l'opéra.
Mais mis à part être un festival de sang numérique entrecoupé de séquences d'opéra, le problème de cette scène-là, c'est que c'est d'un ennui mortel. Déjà parce que t'as aucun attachement au personnage d'Eric, donc tu t'en fous un peu. Ensuite, parce qu'il tue des méchants génériques. C'est pas des méchants qu'on a appris à connaître à travers le film, vraiment, donc on s'en fout un peu qu'ils meurent. Et finalement, faut pas oublier qu'il fait tout ça pour Shelly. Et que Shelly, on s'en fout aussi. Où est-ce qu'il est? Il est... On arrive enfin au combat final. Le combat final de The Crow en 94, tout le monde s'en souvient. C'est un combat épique. Regarde, tu peux en parler à n'importe qui, ils vont te dire « Oui, je m'en souviens très bien. » Est-ce que vous vous en souvenez? Je te repasse la scène en vitesse. Croix, pan! Merde, je suis mort! Le combat final de celui de 2024 est un discours philosophique sur la puissance de l'amour. Exactement ce que tu veux quand tu regardes un film de vengeance fantastique. Pour une salope! Et tout ça est bien sûr suivi d'une baston de merde. Enchaîné d'une fin boiteuse qui nous offre à nous, en tant que spectateurs, aucune satisfaction. Je croyais t'avoir perdu. Tout va bien, l'amour. J'ai présentement honte pour l'original. Je t'aime, chérie. Pour toujours. Mais quelle est la morale de The Crow? Moi, je vous dirais que la morale de The Crow, là, c'est que tu ne demandes pas au gars qui a réalisé le live-action de Ghost in the Shell de faire un remake de The Crow. Déjà parce qu'il nous avait prouvé avec Ghost in the Shell qu'il était pas capable de faire ce genre de truc-là. Ensuite, parce que The Crow, on n'a pas besoin d'un remake. Celui de 94 est toujours pertinent. L'idée d'avoir fait un remake de The Crow, pour moi, c'est exactement tout ce qu'il y a de pourri et de crapuleux avec le système hollywoodien. Ils prennent une super bonne idée qui n'a absolument pas besoin d'un remake et décident d'en faire un quand même pour essayer de faire le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. Le problème, c'est que quand ils font de la merde, les gens se déplacent pas au cinéma pour aller regarder leur merde maintenant. Les gens se déplacent à peine au cinéma pour aller regarder des bons films, donc les mauvais... Et s'ils avaient eu un minimum de jugeote, ils auraient compris que pour avoir du succès avec ce film-là, il aurait dû être égal ou supérieur à l'original. Quelles étaient les réelles probabilités qu'en 2024, on fasse un remake égal ou original à The Crow de 94? C'est une question dans le vide, là. Je sais très bien qu'il n'y avait aucune chance qu'ils fassent un bon remake. D'ailleurs, 2024 aurait été une année difficile pour les remakes des films des années 90. On n'a qu'à penser à Roadhouse, The Killer et maintenant The Crow. Tous massacrés par la cupidité hollywoodienne. Et ça, c'est la fin de Dimanche Navet.